5 ans plus tôt, ma mère m'a abandonné juste après le décès de mon père, disant qu'elle pouvait enfin se débarrasser de moi. Mais aujourd'hui, elle a besoin de moi, car ils sont sur le point de lui retirer son héritage. Quand j'avais 17 ans, à quelques mois de mes 18 ans, ma vie a changé de la manière la plus douloureuse et inattendue possible. Mon père est décédé. Il a eu une crise cardiaque. Un instant, il était avec nous, plein de vie, et l'instant d'après, il était parti. J'ai encore du mal à réaliser à quel point tout a changé si rapidement. Il n'y a pas eu d'avertissement, pas de processus graduel pour dire au revoir ou nous préparer émotionnellement. Tout d'un coup, mon père, la personne la plus importante de ma vie, m'a été arraché. Nous étions très proches. C'était lui que je consultais pour des conseils, du réconfort ou simplement pour rire. Le perdre, c'était comme perdre une partie de mon âme. Après les funérailles de mon père, alors que nous étions encore en plein deuil, son avocat a réuni la famille pour la lecture du testament. Mon père n'était pas particulièrement riche, mais il avait travaillé dur toute sa vie et fait de bons investissements. À la surprise générale, l'avocat a annoncé qu'il m'avait presque tout laissé. La maison familiale, qui lui appartenait, était désormais à mon nom. Pour moi, cela n'avait pas d'importance, car cela ne ramènerait pas mon père. Mais alors que j'étais encore sous le choc, ma mère était absolument furieuse. Dès qu'elle a appris que la maison m'appartenait légalement, elle s'est mise à hurler et à exiger que l'avocat lui montre le testament pour le vérifier. Elle a littéralement foncé sur lui en criant pour qu'il lui montre le document. Pour vous donner un peu de contexte, mes parents avaient l'un des pires mariages qui soient. Il y avait toujours de la tension entre ma mère et mon père, et ce n'était pas seulement de la faute de l'un ou de l'autre, ils avaient tous de leur tort. Ils s'étaient mariés par amour, du moins c'est ce qu'ils prétendaient, mais l'amour avait rapidement disparu. Leur différence s'était amplifiée avec le temps, et l'amour avait été remplacé par du ressentiment et de la frustration. Tous deux étaient très carriéristes. Vous pourriez penser que cela leur donnerait un point commun, mais cela les a en réalité éloignés encore plus. Ma mère ne supportait pas le succès de mon père, car, quand elle a décidé d'avoir un enfant, elle a dû quitter son travail pendant plusieurs années. Pour être clair, mon père ne l'a jamais forcé. Ma mère m'a dit plusieurs fois qu'elle n'était pas sûre de vouloir être mère, mais qu'elle avait finalement décidé de tomber enceinte pour ne pas regretter de ne pas avoir eu d'enfant plus tard. Cependant, une fois qu'elle m'a eu, elle a vite réalisé à quel point elle détestait cela. Tout le monde ne devrait pas devenir parent, et ma mère en est l'exemple parfait. Je me souviens encore de moments où elle explosait de colère pour des choses insignifiantes, comme ne pas avoir bien noué mes lacets ou avoir du mal avec mes devoirs. Elle me faisait sentir comme un fardeau dès le départ. En tant qu'enfant, je pouvais ressentir son mépris même si je ne le comprenais pas complètement. Je voyais d'autres enfants recevoir des câlins, des encouragements et de l'amour de leur mère, mais tout ce que j'obtenais, c'était des critiques et de la froideur. La frustration de ma mère face à sa propre vie se reflétait dans la manière dont elle me traitait, et il était impossible de ne pas se sentir comme une nuisance. Après m'avoir mis au monde, ma mère a dû arrêter de travailler pendant plusieurs années à cause de complications liées à la grossesse et de problèmes de santé. Elle détestait ne pas pouvoir travailler et me blâmait en quelque sorte pour cela. Évidemment, je ne me souvenais pas de cette période, mais elle me le rappelait souvent au fil des années. Pendant cette période, c'est mon père qui soutenait la famille et pensait que ce serait l'occasion idéale pour ma mère de créer un lien avec moi. Mais cela n'a jamais eu lieu. Au lieu d'utiliser ce temps pour se rapprocher de moi, ma mère est restée émotionnellement distante. Elle disait souvent à mon père et à moi qu'elle n'était pas faite pour être mère et qu'elle aurait préféré que je ne sois jamais né. Cela a conduit mes parents à avoir plusieurs disputes où ils menaçaient de divorcer d'elle. Plutôt que d'accepter de l'aide ou de chercher une thérapie, ma mère menaçait de m'emmener avec elle juste pour punir mon père de la quitter. Il est clair que ma mère en voulait à la tournure de sa vie, que ce soit dans son mariage ou dans sa maternité. Elle se distrayait souvent en regardant la télévision pendant des heures ou en sortant avec des amis, me laissant seule sans attention ni soin. Elle n'embauchait même pas de babysitter la plupart du temps. Elle me laissait juste me débrouiller seule. Les rares fois où elle était à la maison, on voyait bien qu'elle ne voulait pas assumer de responsabilités maternelles traditionnelles. Elle détestait cuisiner, et je ne me souviens pas d'une seule fois où elle m'a préparé un repas décent. Mon alimentation se composait principalement de plats surgelés, de macaronis au fromage ou de pizza, des choses qui demandaient un minimum d'effort. Pendant longtemps, c'est tout ce que je connaissais. À l'époque, cela ne me dérangeait pas, car j'étais trop jeune pour comprendre, et j'aimais ce genre de nourriture comme tous les enfants, mais maintenant je comprends à quel point j'étais négligé. J'ai vite appris que me plaindre auprès de ma mère ne servait à rien. Chaque fois que j'essayais d'exprimer mes sentiments ou mes besoins, cela se terminait toujours mal. Au lieu d'assumer une quelconque responsabilité ou d'essayer de résoudre les problèmes, elle me grondait et me faisait sentir que tout était ma faute. Avec le temps, j'ai compris qu'il valait mieux garder mes sentiments pour moi afin d'éviter de déclencher sa colère. Je vivais constamment sur des œufs, essayant de ne pas l'énerver,
essayant de me rendre invisible. C'était ma réalité, et cela m'a profondément marqué. Mon père, en revanche, me faisait me sentir vu et valorisé. Je ne dirais pas qu'il était le père parfait, il avait aussi ses défauts, mais il était incontestablement le meilleur des deux parents. Contrairement à ma mère, il aimait vraiment passer du temps avec moi. Cela ne semblait jamais être une obligation, il tenait sincèrement à être présent dans ma vie, et cela faisait toute la différence. À mesure que je grandissais, les choses à la maison changeaient. Ma mère finit par retourner au travail, mais elle ne retrouva jamais le poste prestigieux qu'elle avait avant de quitter sa carrière. Elle détestait devoir recommencer au bas de l'échelle, estimant qu'elle avait déjà payé ses droits et qu'il n'était pas juste de devoir reconstruire sa carrière. D'une certaine manière, je pouvais comprendre sa frustration, perdre des années de progrès professionnel et se sentir piégé par les circonstances. Mais cela ne rendait pas plus facile le fait d'être la cible de son ressentiment. Quand ma mère reprit le travail, je passais beaucoup de temps seul. Après l'école, je rentrais chez moi, me préparais un déjeuner simple et faisais mes devoirs. C'était devenu une routine, et honnêtement, j'étais habitué à me débrouiller seul à ce moment-là. À ce stade, j'avais appris à ne pas attendre grand-chose de ma mère en termes de soins émotionnels ou physiques. Mais mon père, lui, faisait encore des efforts. Certaines soirées, il m'emmenait dîner, juste nous deux. Ma mère ne venait jamais, elle restait toujours à distance, comme une étrangère dans sa propre famille. Pendant ces dîners, mon père et moi parlions de tout et de rien. Il me racontait son travail, des projets intéressants sur lesquels il travaillait, ou des anecdotes du bureau, et moi je lui parlais de l'école, de mes amis, ou de ce qui me passait par la tête. Pendant ces moments, tout semblait normal. C'était un rare instant où je ne me sentais pas comme un fardeau ou une pensée secondaire. J'étais juste une fille profitant d'un moment avec son père. Je chéris ces instants parce qu'ils m'apportaient un sentiment de sécurité et de connexion. Quand j'ai eu 14 ans, ma mère a obtenu un nouvel emploi qui exigeait des déplacements fréquents. C'était un poste bien rémunéré, et je pense qu'elle y voyait l'occasion de regagner le succès professionnel qu'elle avait perdu. Elle a accepté le poste sans même en discuter avec mon père, ce qui a mené à l'une des plus grandes disputes que j'ai jamais vues entre eux. Mon père n'était pas opposé au fait que ma mère travaille, mais cet emploi impliquait qu'elle soit absente plusieurs jours d'affilée, le laissant entièrement responsable de s'occuper de moi. La principale cause de leur dispute, c'était moi. Je détestais cela. Je détestais savoir que j'étais la raison de tant de disputes entre eux. Une nuit, je suis allé dans le bureau de mon père et je lui ai dit qu'il n'avait pas à s'inquiéter pour moi, que je pouvais me débrouiller seul pendant qu'il travaillait. Je pensais qu'en prouvant que je n'étais pas un fardeau, les choses s'amélioreraient entre mes parents. Quand j'ai dit ça, je me souviens de son expression. La culpabilité s'est emparée de lui. Il m'a serré dans ses bras comme s'il comprenait que j'avais été forcé de grandir plus vite que je ne l'aurais dû. C'était un de ces moments où nous reconnaissions silencieusement à quel point notre situation était dysfonctionnelle. Peu de temps après, ma mère commença officiellement son nouvel emploi et disparut plusieurs jours d'affilée. Quand elle n'était pas là, la maison semblait plus calme, presque paisible. Mais quand elle revenait, rien ne s'améliorait. Elle me parlait rarement, et quand elle le faisait, c'était comme parler à une étrangère. Quand j'ai eu 16 ans, le mariage de mes parents était pratiquement inexistant. Ils dormaient dans des chambres séparées, comme des colocataires. Si vous vous demandez pourquoi ils ne divorçaient pas pour passer à autre chose, croyez-moi, je me posais la question tout le temps. La vérité, c'est que je pense qu'ils évitaient le divorce parce qu'il était plus facile de continuer avec cet arrangement distant et dysfonctionnel que d'affronter le désordre financier et juridique qu'implique une séparation. Les divorces peuvent coûter cher, surtout avec la pension alimentaire, les frais juridiques et les batailles pour la garde, bien que dans mon cas, à moins que ma mère n'ait voulu contrarier mon père, je ne pense pas qu'elle aurait lutté pour ma garde. Mes parents étaient aisés, mais leur seule dépense commune était mon éducation. En dehors de ça, ils dépensaient à peine pour moi. Mon père possédait la maison, donc il n'y avait pas grand-chose à diviser à part les factures domestiques. Ils ne se disputaient pas sur les biens matériels, chacun avait sa propre voiture, achetait ses propres affaires et vivait des vies presque entièrement séparées sous le même toit. Quant à moi, mon père me donnait une allocation hebdomadaire, juste de quoi couvrir les repas scolaires et mes courses. Ce n'était pas beaucoup, mais c'était suffisant pour m'en sortir, et je n'attendais pas plus. Ils étaient tellement absorbés par leurs propres problèmes et ressentiments que j'étais habitué à vivre en marge. Quand j'étais sur le point d'avoir 17 ans, j'ai décidé que je voulais avoir une vraie fête d'anniversaire, quelque chose de significatif pour la première fois. Jusque-là, mes anniversaires avaient toujours été des événements insignifiants. Mon père, bien intentionné mais souvent distrait, oubliait mon anniversaire à moins que je ne le lui rappelle. Une fois que je le faisais, il faisait un effort, généralement en achetant un gâteau et en célébrant tranquillement à la maison ou en m'emmenant dîner, mais c'était toujours juste nous deux. Il n'y avait jamais plus. Cette fois, je voulais quelque chose de plus grand.
Je voulais inviter mes amis et organiser une vraie fête. À ma grande surprise, mon père était d'accord. Il a dit que c'était une excellente idée et m'a aidé à la planifier. Ma mère, bien sûr, refusa d'y assister. Elle n'a même pas inventé une excuse, elle a simplement fait comprendre qu'elle ne voulait pas être impliquée. Honnêtement, à ce stade, je m'en fichais. J'étais habitué à son absence, à la fois physique et émotionnelle, donc le fait qu'elle ne soit pas là ne me dérangeait pas. Ce n'était pas extravagant, mais c'était parfait pour moi. Pendant un bref instant, j'étais vraiment heureuse. Mais comme si l'univers ne supportait pas de me voir heureuse, cette brève joie fut bientôt éclipsée par la tragédie. Quand mon père est décédé, cela m'a semblé irréel. Me voilà, à seulement 17 ans, héritant de la maison dans laquelle nous vivions, alors que ma mère continuait à me détester. Elle ne supportait pas le fait que mon père m'ait laissé la maison, et son mépris pour moi devint encore plus évident. Elle a crié pendant des heures après la lecture du testament, m'accusant d'avoir manipulé mon père pendant des années et disant qu'elle était la véritable propriétaire de la maison. Puis, elle a changé de tactique et a essayé de me convaincre de transférer l'acte de propriété de la maison à son nom. Heureusement, mes grands-parents paternels, les parents de mon père, ont pris ma défense. Ils ont veillé à ce que ma mère ne puisse pas me manipuler. Ils ont clairement indiqué qu'elle n'avait jamais été une bonne épouse pour mon père de son vivant et qu'elle ne méritait pas de garder la maison simplement parce qu'il était décédé. De plus, la maison était au nom de mon père. Ils ont menacé de l'emmener en justice si elle essayait de me forcer à changer les actes. Dans un accès de rage, ma mère a menacé de m'abandonner. Elle a dit que puisque j'étais si égoïste de ne pas lui donner la maison, elle voulait me donner une leçon, me faire croire que je ne pouvais pas survivre sans elle. C'était comme si elle voulait que je ressente qu'en la perdant, je réaliserais à quel point j'avais besoin d'elle dans ma vie. Mes grands-parents paternels n'ont pas reculé. Ils ont dit à ma mère que si elle partait, ils prendraient soin de moi. Ils ont promis que, contrairement à elle, ils seraient là pour moi, non seulement jusqu'à mes 18 ans, mais pour le reste de ma vie, quoi qu'il arrive. À peine 2 ou 3 semaines après la mort de mon père, ma mère a mis à exécution sa menace et a quitté la maison. Avant de partir, elle a jeté toute la collection de bandes dessinées de mon père, quelque chose qu'il chérissait et collectionnait depuis des années. C'était son dernier acte de vengeance, clairement fait par méchanceté, comme un moyen de me blesser, d'effacer son souvenir et de me faire payer pour la colère qu'elle portait en elle. Avant de partir, elle m'a dit que dans quelques années, je reviendrais la supplier parce que je n'aurais rien accompli dans la vie. Elle a également dit qu'elle n'était plus obligée d'être une mère pour moi et qu'elle pouvait enfin m'abandonner, comme elle aurait dû le faire lorsqu'elle était tombée enceinte. Mes grands-parents paternels, fidèles à leurs promesses, ont emménagé avec moi. Ils ont fait tout leur possible pour m'offrir de la stabilité et des soins durant cette période difficile. Même s'ils étaient eux aussi en deuil, ils ont mis leur douleur de côté pour être là pour moi. De mon côté, j'essayais simplement de survivre au jour le jour. Chaque matin, je me forçais à me lever, à m'habiller et à aller à l'école. J'étais encore au lycée, et même si j'avais envie d'abandonner, je savais que je devais terminer mes études pour devenir quelqu'un. Les paroles de ma mère résonnaient dans ma tête, celles où elle disait que je ne réussirais jamais rien sans elle. Je me suis promis de travailler dur pour le restant de ma vie et de m'assurer que je deviendrais une personne accomplie. Pendant cette période difficile, mes grands-parents maternels ont également pris de mes nouvelles. Ils étaient tout aussi choqués et bouleversés que moi par les actions de ma mère, et ils étaient furieux qu'elle m'ait abandonné après la mort de mon père. En fait, ils portaient une grande part de culpabilité à cause de cela. Ces 5 dernières années, j'ai travaillé très dur pour me construire une vie. Malgré tout, j'ai réussi à avancer et j'ai obtenu mon diplôme universitaire avec mention l'année dernière. J'ai décroché un excellent emploi dans le domaine de l'informatique, une opportunité incroyable, surtout parce qu'elle me permet de travailler à distance. Cette flexibilité m'a donné l'occasion de voyager à travers le monde tout en travaillant, quelque chose que je n'aurais jamais imaginé possible après tout ce que j'ai traversé. Je vis toujours dans la maison que mon père m'a laissée, et elle a été une bénédiction à bien des égards. Elle m'a non seulement offert une stabilité pendant mes études universitaires, mais elle m'a également permis d'économiser de l'argent. L'argent que mon père m'a laissé, ainsi que l'aide financière de mes grands-parents paternels, m'ont permis de finir mes études sans avoir de prêts étudiants. Depuis que j'ai commencé à travailler, j'ai entrepris de rénover la maison petit à petit, pièce par pièce, pour en faire vraiment la mienne. Chaque changement que je fais est comme un acte de réappropriation, comme si je laissais mon empreinte dans un espace chargé de souvenirs, à la fois bons et mauvais. Bien que mes grands-parents aient depuis quitté la maison pour retourner chez eux, nous restons en contact régulier. Je leur rends visite aussi souvent que possible, et nos liens restent forts. Je serai toujours reconnaissante qu'ils aient été là pour moi quand j'en avais le plus besoin. Quant à ma mère, elle ne m'a pas contacté depuis toutes ces années. J'ai entendu quelques bribes à travers des cousins du côté maternel, et à ce que je sache, elle n'a jamais montré le moindre remords pour m'avoir abandonné.
J'ai également entendu des rumeurs selon lesquelles elle se serait remariée et vivrait désormais une vie extravagante avec son nouveau mari. Je suppose qu'au final, elle a obtenu ce qu'elle a toujours voulu, une vie sans responsabilité, vécue selon ses propres termes. La semaine dernière, sans prévenir, ma mère m'a contacté. Pour la première fois en 5 ans, elle m'a envoyé un email. Elle a probablement trouvé mon adresse sur LinkedIn ou par quelqu'un d'autre. Dans cet email, elle écrivait qu'elle voulait me parler, disant qu'elle regrettait de ne pas avoir construit une relation avec moi toutes ces années. Dès que j'ai vu son nom dans ma boîte de réception, je n'ai rien ressenti, ni colère, ni tristesse, ni nostalgie. C'était comme lire un email d'une inconnue. Ces mots n'ont suscité aucune émotion en moi. Je me suis seulement senti agacé en voyant son message, alors j'ai décidé de ne pas répondre. Après cela, elle a commencé à m'appeler sans arrêt. Je n'ai aucune idée de comment elle a obtenu mon numéro, peut-être qu'un de mes cousins le lui a donné. Elle a laissé plusieurs messages vocaux. Dans chacun d'eux, elle parlait de combien elle aimerait me voir et renouer. Je les ai tous ignorés. La semaine dernière, elle m'a envoyé un long message texte. Celui-ci était différent. Elle disait qu'elle était sincèrement désolée pour tout ce qu'elle avait fait et qu'elle voulait me rencontrer pour s'excuser. Elle prétendait avoir profondément réfléchi au fil des années et vouloir désormais réparer ses torts envers moi. Je mentirais si je disais que je n'étais pas un peu curieuse en lisant ce message. Pour la première fois, elle semblait assumer la responsabilité de ses actes, chose qu'elle n'avait jamais faite auparavant. Je n'étais pas prête à lui pardonner, mais je me demandais ce qui avait bien pu provoquer ce soudain changement d'attitude. La prochaine fois qu'elle a appelé, j'ai répondu. Son insistance commençait à m'exaspérer, et je voulais savoir ce qu'elle voulait réellement. Dès que j'ai décroché, je lui ai demandé directement ce qu'elle attendait de moi. Je lui ai dit de parler vite et que si elle n'avait rien d'important à dire, je la bloquerais et en finirais avec tout cela en 5 minutes. Elle est devenue nerveuse immédiatement, me suppliant de ne pas raccrocher. Sa voix tremblait lorsqu'elle disait qu'elle regrettait tout et qu'elle, maintenant plus âgée et plus sage, se détestait pour tout ce qu'elle avait fait. Entendre la désespoir dans sa voix, s'excusant encore et encore, affirmant qu'elle comprenait enfin la gravité de ses actions, était déconcertant. Elle a dit qu'elle comprendrait si je ne voulais plus d'une relation avec elle, et elle s'en doutait, mais la seule chose qu'elle désirait réellement, selon ses dires, c'était de me rencontrer. Elle prétendait vouloir m'expliquer pourquoi elle avait agi comme elle l'avait fait tant d'années auparavant, comme s'il pouvait exister une raison valable pour m'avoir abandonné. Je n'ai pas pu m'empêcher de rire sarcastiquement. J'en avais entendu assez des excuses pour toute une vie. Je lui ai dit que j'avais déjà fait la paix avec ce qui s'était passé, que j'avais tout accepté sans avoir besoin de clôture de sa part. Je n'avais pas besoin de connaître ses raisons, je m'en moquais tout simplement. Mais elle a continué à insister pour que je dîne au moins avec elle. Elle m'a promis que si je n'aimais pas ce qu'elle avait à dire, je pourrais partir, la bloquer, et ne plus jamais entendre parler d'elle. Sa désespoir était troublant. Quelque chose ne me semblait pas juste, pourquoi maintenant? Je n'arrivais pas à me débarrasser de l'impression qu'il y avait plus derrière ce soudain changement d'attitude. Tout semblait trop calculé, trop brusque, comme si elle avait une intention cachée. Je ne pouvais pas mettre le doigt dessus, mais quelque chose clochait. J'avais besoin de savoir, alors j'ai accepté à contre-séure de jouer le jeu. Je voulais simplement découvrir de quoi il s'agissait vraiment. C'est ainsi que, à contre-séure, j'ai accepté de dîner avec elle et son nouveau mari. Le dîner avait lieu dans la nouvelle maison de ma mère, et dès que j'ai franchi la porte, il était évident qu'elle vivait une vie complètement différente. La maison était incroyablement luxueuse, décorée de meubles coûteux, d'œuvres d'art extravagantes, et de détails élégants partout. Son nouveau mari, Bill, semblait sympathique et cordial. Il s'est présenté poliment, et nous avons échangé quelques banalités. Mais l'atmosphère était inconfortable, comme s'il y avait une tension non dite dans l'air. Pendant tout le dîner, il y avait une étrange ambiance, comme si eux deux savaient quelque chose que j'ignorais. Bien que Bill ait essayé de garder la conversation légère, j'ai remarqué que ma mère me regardait nerveusement, comme si elle attendait le bon moment pour lâcher une information importante. Durant le dîner, lorsque je me suis excusé pour aller aux toilettes, je n'ai pas pu m'empêcher de remarquer les chambres en passant dans le couloir. Elles étaient magnifiquement décorées, presque comme dans un catalogue haut de gamme. Sur le chemin du retour, j'ai entendu ma mère et Bill parler à voix basse. Ils ne se rendaient pas compte que j'approchais, alors je me suis arrêté pour essayer d'entendre ce qu'ils disaient. C'est alors que j'ai entendu ma mère dire à Bill combien elle détestait me voir et à quel point je lui rappelais trop mon père. J'ai senti mon estomac se nouer. Bill essayait de la consoler, mais elle continuait à se plaindre, disant qu'elle aurait préféré ne jamais devoir dîner avec moi. Par instinct, j'ai sorti mon téléphone et commencé à enregistrer. Je ne sais même pas pourquoi je l'ai fait. Peut-être que c'était instinctif, comme si une partie de moi voulait une preuve de combien elle était vraiment horrible. Ou peut-être que je pensais que je regarderais plus tard pour mieux comprendre tout cela. Quoi qu'il en soit,
j'ai appuyé sur le bouton d'enregistrement. Puis j'ai entendu ma mère dire à Bill que si ses parents ne l'avaient pas poussé à reprendre contact avec moi, elle ne l'aurait jamais fait. Elle a poursuivi en disant combien elle détestait que ses parents la poussent à faire cela et qu'elle jouait seulement cette comédie pour s'assurer de ne pas perdre l'héritage qui y était lié. Entendre ces mots et réaliser que ce dîner, toute cette mise en scène, n'était rien d'autre qu'un moyen pour parvenir à ses fins a tout éclairé. Soudain, tout a pris sens. Ma mère n'avait pas soudainement développé une conscience. Elle n'avait pas fait une profonde introspection, et elle ne regrettait certainement pas de m'avoir abandonné. Mes instincts avaient eu raison depuis le début. J'ai arrêté l'enregistrement et suis sorti de la pièce. Quand elle m'a vu, ma mère s'est tue. Sans dire un mot, j'ai remercié Bill pour le dîner et me suis dirigé vers la porte, ignorant ma mère qui m'appelait, me demandant pourquoi je partais si soudainement. Plus tard, elle m'a envoyé un message en me reprochant de l'avoir embarrassée devant son mari et en me disant qu'elle espérait que je pourrais être plus ouvert avec elle, parce qu'après tout, elle reste ma mère. Je n'ai pas répondu, mais j'envisage de faire quelque chose pour me venger. Je pense à envoyer l'enregistrement à mes grands-parents, ses parents. Mais est-ce que je serais méchant si je faisais cela? Mise à jour 1. Je veux préciser que la raison pour laquelle je n'ai pas confronté directement ma mère chez elle après avoir entendu ce qu'elle a dit, c'est parce que j'ai toujours accepté qu'elle est comme elle est. Honnêtement, je n'étais pas surpris. Je savais dès le départ qu'elle avait une arrière-pensée, et j'avais raison. D'une certaine manière, je suis reconnaissant d'avoir accepté de la rencontrer et obtenu cet enregistrement. Cela a confirmé tout ce que je soupçonnais. Maintenant, je prévois de confronter mes grands-parents maternels avec cet enregistrement demain pour comprendre ce qui se passe réellement. La majorité d'entre vous m'avez conseillé qu'il serait juste de dire la vérité à mes grands-parents, car ils méritent de savoir que leur fille essaie de les tromper. Aussi, parce que ma mère ne mérite rien. Elle aurait pu continuer sa vie sans me déranger, mais elle a dû me traîner à nouveau dans son drame. Je vous tiendrai informé de ce qui se passe avec mes grands-parents maternels. Mise à jour 2. J'ai rencontré mes grands-parents et leur ai tout raconté. Au début, ils étaient heureux que ma mère veuille renouer avec moi. Mais dès que j'ai fait écouter l'enregistrement où elle disait que son seul motif était l'héritage, leurs expressions ont radicalement changé. Mon grand-père avait l'air furieux, tandis que ma grand-mère s'est excusée auprès de moi. Elle a avoué qu'ils discutaient récemment de leur testament et que, il y a 2 mois, ils ont dit à ma mère qu'ils ne voulaient rien lui laisser parce qu'ils étaient trop déçus par elle pour m'avoir abandonné. Au lieu de cela, ils ont décidé de léguer l'héritage à leurs enfants aînés. Ma mère les a suppliés de reconsidérer, et c'est à ce moment que mon grand-père lui a dit que si elle renouait avec moi, il pourrait envisager de l'inclure dans le testament. Dans son désespoir, elle a décidé de me contacter. Je secouais la tête tandis que mon grand-père s'excusait maladroitement, expliquant qu'à l'époque, il pensait que c'était une bonne idée. Il croyait que ma mère avait enfin mûri après toutes ces années, mais clairement, il avait tort. Je lui ai dit de ne pas se blâmer, mais que lui et ma grand-mère auraient dû mieux savoir, qu'elle ne changerait pas. Ma mère a toujours été égoïste. Heureusement, je n'ai pas été piégé et j'ai détecté ses vraies intentions dès le début. Mon grand-père m'a promis que, au lieu de laisser sa part d'héritage à ma mère, il la laisserait à moi. Mise à jour 3. Après ma conversation avec mes grands-parents, il n'a pas fallu une journée pour que ma mère m'appelle, hurlant, car elle avait appris son exclusion de l'héritage. Je ne l'avais pas bloquée exprès, je savais que c'était ma chance de me venger et de libérer tout ce que j'avais gardé en moi pendant des années. Elle criait, m'accusant de l'avoir exposé à ses parents, et affirmait que j'aurais dû lui parler en premier. Elle insistait sur le fait que je n'avais pas le droit de confronter mon grand-père et menaçait même de ruiner ma vie. Je n'ai pas pu m'empêcher de rire de ses paroles. Je lui ai rappelé que je n'étais plus l'enfant qu'elle avait maltraité et abandonné il y a toutes ces années, donc ce n'était pas le moment de pleurer sur la perte de son héritage. Puis je lui ai demandé si le reste de la famille et ses amis savaient quel genre de personne elle était vraiment. À ce moment-là, elle est restée silencieuse. Je lui ai rappelé que j'avais encore l'enregistrement du dîner où elle avait avoué ses véritables motivations. Je l'ai averti que je n'hésiterais pas à la dévoiler publiquement. Elle a immédiatement changé de ton, me suppliant d'au moins avoir un peu de respect pour elle en tant que mère et me disant que je ne devrais pas la menacer parce qu'elle avait enduré des mois de souffrance pour me donner naissance. Je me suis moqué d'elle, lui rappelant que c'était sa décision de m'avoir, et qu'elle ne pouvait pas continuer à me reprocher cela après tant d'années. J'ai été clair, j'en avais fini avec ses manipulations et elle devait rester aussi loin que possible de ma vie. Je l'ai averti que si elle osait me déranger à nouveau, je n'hésiterais pas à ruiner sa vie en révélant la vérité. J'ai maintenant sauvegardé l'enregistrement dans le cloud et je ne crains pas de l'utiliser si ma mère tente quoi que ce soit contre moi. Après cela, je l'ai bloqué, et je suis confiant qu'elle n'osera plus jamais me contacter. Eddie, pour ceux qui disent que je fais tout cela pour l'héritage de mes grands-parents, je leur ai dit qu'ils n'ont pas besoin de m'inclure dans leur testament. Je n'ai pas besoin de leur argent, et ils ne doivent rien faire pour moi. Celle qui a toujours été cruelle envers moi, c'est ma mère, et ils n'y sont pour rien.
Il ne devrait pas se sentir obligé de réparer les torts causés par ses actions. Mise à jour 4. Je n'ai eu aucun contact avec ma mère, alors ne vous inquiétez pas. Je sais que certains d'entre vous, qui suivez mon histoire, pourraient penser que j'écris cette mise à jour parce que ma mère est revenue pour me déranger. Mais ce n'est pas ce genre de mise à jour. Cette fois, cela n'a rien à voir avec moi, enfin, sauf si vous pensez que je peux contrôler un chameau. Si vous vous souvenez, ma mère m'a toujours reproché de ne pas lui avoir offert la vie luxueuse dont elle rêvait et d'être, selon elle, la raison pour laquelle elle n'a pas pu profiter de sa jeunesse ou atteindre le succès professionnel qu'elle convoitait. Cependant, une fois qu'elle a décidé de couper les ponts avec moi, il semble que les choses aient commencé à bien se passer pour elle. Elle a obtenu de l'argent, ou du moins, un mari avec suffisamment d'argent pour lui offrir la vie confortable qu'elle a toujours voulu. Depuis, elle parcourt le monde, ce que je sais grâce aux bribes d'informations que j'entends de mes grands-parents maternels. Mais, comme on dit, le karma finit toujours par vous rattraper, et dans ce cas, c'est arrivé littéralement. Non, je ne parle pas d'un chameau nommé Karma, mais c'est bien lui qui a fait le travail. D'après ce que mes grands-parents m'ont raconté, ma mère voyageait dans un pays du Moyen-Orient avec son mari. Je ne sais pas ce qu'elle faisait ni ce qui a pu provoquer le chameau, mais la situation s'est très mal terminée pour elle. Le chameau l'a frappée d'un coup de pied, et il semble que ce soit un coup assez sérieux, suffisamment pour qu'elle soit maintenant hospitalisée. Mes grands-parents m'ont dit qu'elle a plusieurs côtes cassées et un bras fracturé, qui a absorbé le choc principal. Je ne sais pas quel genre d'interaction elle a eu avec l'animal pour que cela arrive, mais l'ironie est difficile à ignorer. Après tant de ressentiments et de haine accumulés envers moi et son ancienne vie, maintenant qu'elle a enfin tout ce qu'elle voulait, elle se fait renverser par un chameau. Eddie, j'apprécie vos suggestions, mais je n'ai pas l'intention d'adopter un chameau. Mise à jour 5. Il semble que ma mère, dans son obsession à économiser de l'argent, ait décidé de ne pas souscrire d'assurance voyage pour son séjour. Oui, le genre de police qui peut être coûteuse, mais qui s'avère très utile quand un chameau décide de vous compliquer la vie. Donc, cette rencontre malheureuse avec le chameau lui a coûté bien plus cher que prévu, et elle n'a même pas pu profiter de l'expérience qu'elle avait planifiée. D'après ce que je sais, au moins elle a été autorisée à quitter l'hôpital et est rentrée dans le pays. Cependant, elle est revenue avec une facture médicale salée et beaucoup moins d'argent. Je sais qu'elle a toujours valorisé l'argent plus que les gens, donc j'imagine que cela la touche encore plus durement que les coups du chameau. J'espère que ces mises à jour sur ma mère ne deviennent pas ennuyeuses pour vous. Si c'est le cas, je promets que ce sera la dernière. Honnêtement, je préférerais continuer ma vie sans lui accorder davantage d'énergie.